forme. Je rappelle rapidement Pierre Louette est le président du groupe Le Parisien Les Échos et de l'Alliance de la presse. Christophe Deloire est le secrétaire général de Reporters sans frontières et Jérôme Chapuis, le rédacteur en chef du quotidien La Croix. Pour chacun de vous trois, la même question qu'à nos amis. Quels enseignements tirez-vous de la crise sanitaire que nous vivons et de la dernière campagne électorale aux États-Unis, vue de vos entreprises et de vos rédactions? Pierre, pour commencer. Bonjour à tous d'abord, et j'étais très intéressé par la table ronde précédente. J'en ai écouté une partie, c'était tout à fait. Je ne sais pas très bien ce qu'il nous reste à dire, parce que vous avez tout fort bien dit, donc c'est compliqué de rebondir sur vos propos. Les enseignements, alors il y a deux catégories différentes. Sur la crise sanitaire, bon, c'est assez connu maintenant, mais on a assisté, nous, à une explosion du nombre de nos lecteurs. Bon, donc il y a eu vraiment quasiment un doublement du nombre de visites sur le site du Parisien. Par exemple, on arrivait à 200 millions de visites par mois. On a vu d'ailleurs le nombre d'abonnés aussi progresser très rapidement. C'est vrai pour beaucoup des titres dans le pays, hein, donc ce n'est pas spécifique malheureusement aux Parisiens ou aux Échos. Ce qui nous a quand même donné le sentiment que à la fois, il y avait plus de temps à consacrer à s'informer, les gens étant un peu plus chez eux par la force des choses, et qu'il y avait aussi, et ça vous l'avez dit à l'instant, un besoin de ce que j'appelle, moi, les repères, les balises, les ancrages, des propos un peu référents. Alors, ça a été un des sujets aussi de la table ronde précédente, mais des propos auxquels on puisse se fier au moment, justement, où il y avait beaucoup d'inconnus. C'est une équation avec plein d'inconnus. On ne connaissait pas le virus, on ne connaissait pas la façon de l'attaquer, on connaissait à peine la façon de s'en protéger. Et surtout, au moment où il y avait une grande dispute, et il y a eu une grande dispute qui concerne sur les méthodes que les infectiologues ou les médecins peuvent préconiser. Donc là, on avait un des derniers piliers de certitude, entre guillemets, qui apparaissait vaciller un peu ou être un pilier noyé dans la brume, parce que voilà, l'ordre médical, le corps des médecins était divisé. Moi, j'ai été frappé par le nombre d'intervenants qui succédaient sur toutes les chaînes d'information, notamment, et qui éventuellement se contredisaient. Donc, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de proposer à la fois des clés et puis, disons, de simplifier le complexe, parfois, de dire, bon, bah, dans tout ça, ce qu'on retiendra quand même, c'est que oui, il vaut mieux mettre un masque, oui, il vaut mieux se laver les mains, mais, enfin, bon, donc de rappeler peut-être des évidences, mais donc ça, c'est pour la crise sanitaire, et on va renforcer d'ailleurs de façon permanente maintenant la couverture de tout ce qui est santé, santé publique, santé privée dans nos titres, parce qu'évidemment, c'est devenu une préoccupation majeure. Sur les élections américaines, tu veux dire, hein, c'est ça, celles qui... Oui. Qui sont toujours en train de s'achever, d'ailleurs, puisque évidemment, certains n'ont pas tout à fait compris le sens du résultat, mais sur ces élections-là, bon, moi j'ai eu l'impression que c'était quand même un peu moins, pardon de le dire, bordélique que les précédentes. Donc il y a eu quelque part une forme pas au sens de la loi électorale, mais du rôle des réseaux et du rôle d'information. Par contre, ce qui m'a vraiment frappé, c'est comment dire, le clivage et le côté média en campagne. Alors nous, en France, je pense qu'on a encore quelques médias en campagne. Enfin, il y a des médias dont on sait très très bien d'où ils parlent, comme on disait jadis, je pense à la Libération, l'Humanité pour ce qui existe encore. Et puis il y a d'autres médias et typiquement le Parisien, où on essaie de ne pas être plein d'opinions politiques, même si on est engagé auprès du lecteur. Donc nous, le choix qu'on a fait, c'est d'être engagé auprès du lecteur. Les Échos, c'est le journal de la place financière, et donc pour tous ceux qui aiment l'économie, entreprise, c'est une sorte de référence. Là, moi, j'ai été frappé par le fait que certains journaux américains ont vraiment mené campagne, et ça fait un moment qu'ils le font, contre Trump, étant en fait raidi contre lui depuis son élection. Et, voilà. Et puis, ça a été jusqu'à ces moments, effectivement, où il a été déconnecté. Alors, moi, je ne suis pas journaliste, et à la différence de Christophe, je pense de Jérôme, mais moi, ça m'a pas totalement dérangé, je dois dire. Enfin, qu'on coupe le sifflet à un type qui dit des choses fausses de façon éhontée, je pense que lui, il est porteur d'un vice pour la démocratie et pour la légitimité de la parole publique qui est effrayant. C'est-à-dire qu'il est, ontologiquement, il attaque le cœur de la vérité, il attaque le cœur de la parole publique. Avec lui, il n'y a plus de vérité. C'est-à-dire qu'on est effectivement dans une sorte de post-vérité. Ce qui est dit est plus vrai que ce qui est vrai. Ce qui rejoint d'un certain point de vue ce que disait Debord à un moment, mais voilà, il faut le dire, c'est une parole qui va s'imposer contre toutes les évidences, contre toutes les vérités
ou les demi-vérités qu'on a pu établir scientifiquement sur le virus et sur plein d'autres sujets, puisqu'il a abordé tous les sujets. Donc voilà, moi, ça ne m'a pas choqué, mais je me suis dit, effectivement, en France, est-ce qu'on ferait, est-ce qu'on assisterait à des choses pareilles? En France, on est entré plus tard déjà dans la culture des clashs, donc les télés adorent ça. Moi, je raffole pas de ça, en fait. En vrai, je trouve que c'est bien d'essayer d'avoir des débats posés et au fond d'embrasser la contradiction, d'écouter la parole de l'autre, sauf qu'effectivement, il y a des moments où on bouillonne, on a envie, mais il faut peut-être le laisser terminer. Voilà, là, on est déjà dans le clash fait de l'audience. Et moi, j'aime pas trop ça, parce que le clash, c'est l'émulsion en télé de la culture des réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est vraiment, dans les réseaux sociaux, il y a plein de choses, mais il y a deux choses qui m'ont beaucoup frappé depuis quelques années. C'est d'abord le more of the same. C'est si vous avez aimé ça, on va vous en proposer plus, toujours plus dur. Ça a été amplement démontré. C'est une mécanique d'algorithme, hein, qui fait que vous cherchez un truc, on vous en proposera, et on vous confortera dans vos convictions. Et vous allez rencontrer des gens qui pensent vraiment comme vous. Et vous direz, il est génial, elle est géniale parce qu'il pense comme moi. Donc c'est une façon de s'enfermer dans des sous-ensembles de vérités, entre guillemets, partagées avec des gens qui pensent comme vous. Donc le same, il est dangereux. Et puis la capacité à propager sans que ce soit modéré des choses, avec aussi les fameux trolls, les commentaires. Et les commentaires qu'on voit souvent sous couvert d'anonymat en dessous de tel ou tel. Moi, je regarde par exemple les commentaires sur l'équipe, hein, pour prendre un truc un peu apolitique, mais c'est spectaculaire, quoi. Moi, j'aime bien regarder les commentaires d'un match, puis après, on tombe sur ce que les uns et les autres ont dit, et alors là, ça y va, quoi. Mais c'est le grand n'importe quoi. Et c'est un grand n'importe quoi planétaire. Voilà, j'arrête là, mais voilà ce que j'ai ressenti. Alors, c'est particulièrement vrai ce matin au lendemain du match, et du match hier malheureusement. Il y a Jérôme Chapuis qui est avec nous, c'est le patron de la rédaction de La Croix. D'ailleurs, on va poster sur les réseaux sociaux une interview du chef du service politique de CNews, par ailleurs, à qui on a posé la question de savoir s'il arrêterait le président de la République au milieu d'un discours, comme ça s'est fait, hein, aux États-Unis. Pierre parlait de l'engagement des médias, et je vous laisserai découvrir sa réponse. Et c'est la question que je voulais poser aussi à Jérôme, puisqu'il est présentateur d'une émission sur Public Sénat. Jérôme, est-ce que vous arrêteriez un candidat majeur à une élection présidentielle au prétexte qu'il part sur un mauvais chemin à un moment et que, semble-t-il, il véhicule beaucoup de fausses informations? Moi, sur ce point, je rejoins Pierre Louette, c'est-à-dire que j'ai été évidemment, comme tout le monde, troublé par cet épisode. Je pense que nous étions face à quelque chose de totalement inédit. Je pense que les fake news, aux journalistes que nous sommes, elles tendent des pièges, notamment deux pièges qui sont assez connus. Je vous la fais courte. Le premier, c'est ce qu'on appelle la loi de Brandolini. La quantité d'énergie nécessaire à démonter un bobard, elle est bien supérieure, n fois supérieure à l'énergie nécessaire pour la proférer. Voilà. Donc pour nous, petits artisans, journalistes, simples humains, ça consiste à vider l'océan avec un dé à coudre. Deuxième piège, c'est ce qu'on appelle l'effet Streisand, c'est bien connu, c'est quand il y a une affabulation, celui qui la réfute, même avec les meilleurs arguments du monde, il contribue à en faire la publicité. Et là, ça a été déjà un peu dit, voilà, la bataille pour la vérité, les faits, elle s'inscrit dans une autre bataille qui est la bataille de l'attention. Ça nous ramène d'ailleurs à Trump. Au moment où il profère ces bobards, le soir de l'élection, où il profère une contre-vérité, il veut prendre toute la bande passante, il veut imposer son récit. Voilà. Et notre responsabilité à nous, c'est de dire, il y a des récits contradictoires. Donc, face à ces deux effets, ces deux pièges, nous, voilà, une intuition en tout cas, c'est que le combat frontal contre les fake news, pour le dire autrement, le fact-checking, c'est une stratégie, et c'est important de le mener, mais ce n'est peut-être pas la seule, en tout cas, ce n'est pas forcément la bonne tactique. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On essaye d'être fidèle à notre ligne, au-delà même de sens éditorial, de ligne éditoriale, au sens propre, quoi. Rester dans notre couloir, ne pas se laisser complètement désorienter, déstabiliser par les fake news, parce que voilà, nous, on cherche d'abord à servir nos lecteurs. Ils nous font confiance. Et donc, pour être digne de leur confiance, voilà, comme le dit le New York Times, everything that's fit to print, on va leur
servir ce qui, à nos yeux, semble être important, mérite d'être publié. Et donc, la plupart du temps, je crois que les fake news et leurs démentis, la plupart du temps, il y a des exceptions, ne méritent même pas qu'on y prête attention. Deuxièmement, évidemment, commencer par les faits. On commence par les faits. C'est vrai que si vous ouvrez La Croix, et je crois que c'est très vrai aussi pour Le Parisien, pour Les Échos, voilà, on commence toujours par exposer les faits. Et puis, troisièmement, je crois qu'il y a l'idée d'exemplarité. La question était posée tout à l'heure, notamment par Benjamin Grange, la légitimité de l'émetteur, elle passe évidemment par le fait d'être, nous, irréprochables. Le fact-checking, en réalité, c'est le service minimum du journalisme. C'est-à-dire que la base même, c'est ce que nous publions, voilà, nous l'avons vérifié. Donc exemplaire à ce niveau-là. Et exemplaire aussi, la légitimité de l'émetteur, elle passe aussi, à mon avis, par le fait que, pour demeurer un tiers de confiance, il faut une forme de, sans doute, voilà, de sobriété. Vous avez la parole. Je précise juste, parce qu'on cite beaucoup de références ce matin, que, nos propos sont enregistrés et seront accessibles en replay pour ceux qui le souhaitent, et qu'il y aura un compte-rendu écrit de fait, et c'est Mathilde qui va le faire, autant dire que le clavier chauffe un peu. Pierre. Tu veux qu'on parle moins vite, c'est ça peut-être pour Mathilde Non, j'avais levé la main simplement parce que je voulais rebondir et comment dire, surenchérir sur le propos de Christophe, parce que enfin, moi, c'est une obsession, cette histoire du rôle des plateformes. Tout à l'heure, on parlait de Trump et on a l'impression que si j'osais cette formule-là, qui a déjà, je pense, couru, mais il a d'un certain point de vue tenté d'ubériser la vérité et d'ubériser la démocratie aussi. C'est-à-dire que vraiment, il y a quelque chose là de casser les tiers de confiance dont Jérôme parlait, de les dépasser, de passer au-dessus d'eux, et puis voilà, de subvertir, mais au sens étymologique, voilà, de soulever, de passer par-dessus, de détourner tout ce qui apparaît comme une vérité, encore une fois, en posant sur la force de son langage. Sur les plateformes, Christophe le mentionnait, je pense qu'ils ont une antériorité très grande sur ce sujet-là. Moi, David le sait, beaucoup travaillé aussi dans des actions de lobbying, clairement pour Orange et puis maintenant pour la presse. Je sors un bouquin d'ailleurs en janvier là-dessus sur les géants et les hommes, c'est-à-dire la façon dont on peut nous s'articuler avec les plateformes. Et je suis 1000 fois d'accord avec ce qui a été dit. Il faut à la fois, moi je pousse plutôt pour qu'ils prennent des responsabilités au-delà de leur rôle d'hébergeur. Dans le passé, Google et Facebook ont parfois essayé de dire qu'ils avaient juste une responsabilité de stockage d'informations sur des serveurs, qui est un truc, effectivement, une responsabilité assez technique, on va dire, et qui est un peu de l'ordre d'un contrat d'hébergement qu'on a avec une société dans le cloud ou ailleurs. Je pense qu'elle est beaucoup plus grande. Elle est plus grande parce que, à la fois, on les a poussés à prendre des responsabilités. Alors après, on peut contester que justement, ils les tiennent. Je suis 1000 fois d'accord. Facebook, pour moi, c'est l'agora du monde. Et donc, dans cette agora, Zuckerberg ne peut pas en être le principal animateur, crieur ou rédacteur en chef du monde. C'est vrai. Mais quand même, pour autant, il faut qu'ils renforcent leurs mesures de surveillance. Alors, je sais qu'il y a deux sous-ensembles. Au début, ce qui définissait sur Facebook le contrôle des contenus, ça tenait sur une carte de visite à peu près. C'était vraiment extrêmement limité, éviter les excès, pas dire des choses horribles. Maintenant, je crois qu'on a 40 pages de texte qui essaient de définir tout ce qui va être et doit être éliminé, purgé. On a maintenant des centaines, voire des milliers de modérateurs, des gens qui passent d'ailleurs leur vie à regarder des contenus atroces, de toute nature comme vous pouvez l'imaginer, et auxquels il faut apporter un soin. On pourrait même imaginer qu'ils aient un statut, ces gens-là, qu'il y ait un statut des modérateurs, un statut des gens qui font la curation des contenus sur Facebook, par exemple, parce que c'est un sacré métier. Ce sont les éboueurs des réseaux sociaux. Et ils doivent dégager et faire en sorte que ces réseaux ne deviennent pas une sorte de cloaca maxima avec des égouts remplis de fange qui traversent le monde entier. Parce que sans en faire une vision diabolique, c'est quand même pas mal ça. C'est quand même pas mal de bêtises et de commentaires de bêtises, quoi. Donc ça, c'est une... Après, ce qui m'intéresse aussi, c'est de creuser et au fond d'aider quand même, si on peut, ces acteurs à évoluer. Pour moi, ils sont souvent plus forts que des États. J'avais lu il y a quelque temps que Facebook envisageait de se doter d'une espèce de
Zuckerberg disait une Cour suprême avec un budget de 130 millions de dollars pour financer sa Cour suprême. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'États dans le monde qui ont 130 millions de dollars pour financer leur Cour suprême. Un État, même un État très puissant, je ne sais pas quel est le coût du Conseil constitutionnel aujourd'hui, mais c'est peut-être pas 130 millions d'euros. Donc on parle d'organisations qui ont des dimensions titanesques, proprement, une responsabilité titanesque et une tête d'épingle en haut qui réfléchit à la responsabilité. Et surtout des gens qui ont toujours voulu y échapper. Donc maintenant, ils rentrent de plus en plus dans l'atmosphère. Et je pense que si on veut faire du judo, ils sont devenus très forts, on peut essayer de les démanteler, de les couper en morceaux, de les affaiblir, de les soumettre dans la concurrence. Ça, j'en suis vraiment un partisan furieux. Mais surtout, il faut essayer de développer leur cerveau responsable. C'est-à-dire, c'est la fameuse phrase de Spider-Man ou de l'oncle de Peter Parker qui lui dit « Avec de bien grands pouvoirs viennent de bien grandes responsabilités ». Il faudrait que tous les jours, ça leur soit répété et que ça rentre dans les faits, dans une forme de gouvernance. Alors, je suis vraiment tout à fait d'accord et prêt à débattre de toutes les voies et moyens. Je ne prétends pas du tout avoir la vérité là-dessus. J'entends ce que dit Christophe. C'est vrai qu'il ne faut pas, ou Jérôme, avoir une responsabilité au sens où un patron de rédaction là, mais ils en ont une. Ils en ont une, donc il faut la définir, l'encadrer. Alors, je demanderai à Christophe et Jérôme de réagir. Est-ce qu'il n'y a pas néanmoins, Pierre, une difficulté, une contradiction? Depuis ce matin, on parle de confusion des lignes, des acteurs, des émetteurs, et on est un des rares pays au monde, la France, où des médias traditionnels font des opérations de fact-checking pour des plateformes qu'ils dénoncent d'ailleurs par ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas une petite contradiction à ce niveau-là? Est-ce qu'il ne faut pas faire évoluer les choses, y compris pour les médias, vis-à-vis de ces plateformes? Écoute, je ne vais pas avoir des propos très corrects. Je ne sais pas, au-delà de l'enregistrement et de la transcription, c'est diffusé largement à l'extérieur ou pas? Parce qu'on est dans une... Ça dépend de tes propos en même temps. Ah, ouais, tu as un choix, tu opères des choix. Non, mais j'allais dire, sans paraphraser le président Macron, mais dans la Gaule chevelue, ce qui est un terme qui s'applique assez mal à moi, mais dans la Gaule chevelue, les tribus sont nombreuses et leurs divisions permettent bien des envahisseurs de profiter d'elles. Donc on a effectivement des gens qui considèrent que, après tout, ça va être rendre service aux plateformes et aussi gagner un peu d'argent au passage, parce qu'il est tout à fait clair que quand l'AFP le fait pour, je ne sais plus, c'est Facebook ou bon, moi j'adore l'AFP pour plein de raisons, mais c'est vrai que ça m'a un peu interrogé. Je me suis dit bon, ben, effectivement, ils vont, c'est comment dire, c'est danser avec, c'est in bed with the enemy. On est là avec un ennemi à bien des points de vue, des fournisseurs de contenu, des fournisseurs de contenu traditionnels, qui peut être un ami à d'autres moments. On finira d'ailleurs bien, nous, par signer des contrats avec eux, avec Google, sur les droits voisins aussi. Là, c'est pour faire respecter la loi. Ils finiront bien par payer. Ils sont en train de s'y préparer. Mais quant à effectivement fact-checker pour eux, bon, voilà, mais moi, comme je suis furieusement centriste, j'allais dire, si ça peut aider à éviter qu'il y ait un maximum de bêtises. Moi, ce que je retiens de notre échange ce matin, c'est que je veux pas faire un constat d'impuissance de la part du journalisme, mais oui, face aux mensonges industriels, nous ne pouvons pas rester seuls. C'est pas parce qu'il y a news dans fake news que ce combat est évidemment l'affaire des seuls journalistes. On est relativement faible aujourd'hui. Les États ont leur part à faire pour élaborer un cadre légal. Les GAFA ont leur part à faire, et pas seulement effectivement pour développer des outils, mais aussi pour prendre leurs responsabilités et éduquer leurs utilisateurs. Les éducateurs aussi, je pense, ont leur part à faire, et c'est utile notamment de ne pas confondre l'esprit critique et l'éducation à la défiance que moi je constate parfois quand même dans l'éducation aux médias. Ça, on pourrait en parler pendant longtemps. Voilà, la psychologie, les philosophes, les scientifiques. Moi, je dirais même un mot peut-être de la fiction. Moi, je suis passionné par toutes ces fictions qui se développent sur pourquoi est-ce que j'ai envie de croire ça, pourquoi je pense comme ça spontanément à Alexis Michalik et à sa formidable pièce sur les porteurs d'histoire, parce qu'elle dit quelque chose du complotisme, elle dit quelque chose des mécanismes qui sont les nôtres quand on est face à cette question des fake news. On a envie d'y croire. Il y a un complotiste en fait qui dort en chacun de nous, et donc tout ça pour dire que nous, journalistes, nous ne sommes qu'un tout petit maillon face à cette énorme tâche qui est devant nous, qui est celle de la lutte contre les fake news. Avec effectivement une difficulté de distinguer la fiction de la réalité. Je vous renverrai vers la chronique de Gaspard Koenig dans Les Échos ce matin, qui traite brillamment de ce sujet. Merci Pierre, Christophe et Jérôme pour votre participation ce matin, pour vos propos.